Bonjour, je vous propose une synthèse du cours des inégalités d'accès à la santé qui entre dans le programme de terminale ST2S. En France, la lutte contre les inégalités d'accès à la santé est une priorité nationale. Alors cette priorité nationale, elle va s'exprimer au travers de la politique de santé publique et principalement dans la stratégie nationale de santé actuellement en vigueur 2018-2022. Dans cette stratégie nationale de santé, on retrouve tout un paragraphe sur les inégalités sociales et territoriales de santé, où on nous présente les différences d'espérance de vie en fonction des territoires, des catégories socio-professionnelles et même des sexes. Et donc, cette stratégie propose de mettre en place tout un tas de mesures, en fait, d'inclure à chaque mesure de santé la prise en compte de ces inégalités d'accès à la santé et de faire en sorte que chacun ait le même accès à la santé. Et cela, ça donne naissance donc à l'axe 2 de la stratégie nationale de santé qui s'appelle Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé. Cette politique de santé publique, donc, qui se décline au niveau national par la stratégie nationale de santé qui est mise en place et élaborée par le gouvernement, elle est déclinée et mise en place par l'autre instance de gouvernance du système de santé à l'échelon territorial ou plutôt régional, qui sont les ARS. Dans le cadre de l'ARS du Grand Est, qui nous concerne plus particulièrement, les défis de santé en Grand Est, c'est les constats qui ont été réalisés lorsque le PRS a été établi en 2018. Les deux situations qui sont particulièrement intéressantes dans ce qui nous intéresse, c'est que la situation sociale est plus défavorisée dans les grandes villes et les territoires ruraux. Donc là, on a un exemple d'inégalité territoriale et puis aussi qu'il existe des inégalités d'accès à l'offre de santé. Donc par rapport à ça, l'axe 5 du PRS, Projet régional de santé, je vous rappelle, c'est d'améliorer l'accès aux soins et l'autonomie des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en situation fragile dans une logique inclusive. Donc voici comment se décline cette priorité dans la politique régionale de santé publique. À partir de la politique régionale de la politique de santé publique, chaque territoire local va proposer son contrat local de santé. Bien sûr, ce contrat local de santé va également devoir tenir compte de cette problématique de difficulté d'accès aux soins. Je vous propose l'exemple du contrat local de santé du pays de Chaumont, en vigueur en 2020 jusqu'en 2024. Et dans son axe stratégique numéro 1, on trouve améliorer le parcours de santé. Et l'objectif spécifique de cet axe, le numéro 8, c'est d'améliorer la prise en charge et l'accès aux soins, en particulier pour les publics vulnérables ou en situation de précarité. Eh bien, dans ce contrat local de santé, on va trouver notamment une action qui est menée par l'UDAF et donc qui va accompagner les familles ou vraiment à l'échelon local, hein, sur le territoire de Chaumont, à avoir un accès personnalisé à la santé par différentes mesures qui vont être au plus près du citoyen. Nous allons maintenant revoir ce que c'est que le non-recours aux soins, ses différentes déclinaisons et définitions. On commence par le non-recours aux soins. C'est lorsque l'individu ne recourt pas au système de santé alors qu'il pourrait y prétendre. C'est-à-dire qu'il pourrait très bien, comme tout le monde, bénéficier du système de santé. Le non-recours aux soins, on l'a vu, donc c'est une situation qui a pour origine un grand nombre de raisons. Il y a par exemple la non-connaissance du système, la complexité qui peut faire peur, le déni, la crainte ou la phobie de la maladie et de ses conséquences, la défiance. Il y a vraiment un grand nombre de raisons sur lesquelles il va falloir avoir des actions. Le renoncement aux soins, quant à lui, c'est lorsqu'un individu a un besoin de santé, des symptômes, une maladie, mais pour des raisons diverses, il ne peut pas bénéficier du système de santé. Ces raisons sont bien souvent malheureusement des difficultés économiques ou l'absence de soins à proximité, les déserts médicaux. En clair, c'est là qu'on voit les inégalités sociales et territoriales. Dernière définition, on parle cette fois du report aux soins.
Alors cette situation, ben, c'est quand ça découle un peu de la première. C'est-à-dire que l'individu présente un besoin de santé, comme tout à l'heure, mais pour cette fois, pour des raisons diverses, il va simplement différer son accès au système de santé, le repousser en s'imaginant peut-être que ça va se guérir tout seul, ou en essayant vraiment de différer au maximum la charge qui va découler de cette prise en soin. Les raisons sont souvent les mêmes. Malheureusement, les conséquences peuvent être dramatiques, notamment en termes de retard de prise en charge, et cela entraîne la diminution des chances de survie de la personne. C'est donc quelque chose qui est très très important. Nous allons maintenant revoir ce que c'est que le non-recours aux soins, ses différentes déclinaisons et définitions. Après avoir regardé les différentes définitions, nous allons maintenant nous intéresser à qui sont les personnes les plus vulnérables de non recourir aux soins. Le premier public, ce sont les personnes soit jeunes, soit âgées. Tout simplement parce que quand on est un enfant, on n'a pas 18 ans, ou même un jeune adulte, ou quand on est une personne vieillissante, eh bien le problème, c'est l'autonomie. On ne peut pas faire automatiquement ce qu'on veut sans l'accord de ses parents quand on est un peu jeune. Et quand on est plus âgé, plus ancien, parfois bah, c'est difficile de garder déjà toutes ses fonctions cognitives et intellectuelles, mais aussi de se déplacer. Le deuxième public est constitué des personnes handicapées. Alors de la même façon que les personnes jeunes ou âgées, le handicap, qu'il soit d'ordre physique ou psychique, va également représenter une difficulté pour accéder aux soins au même titre que les personnes non porteuses de handicap. Ben, tout simplement parce que ben, la mobilité peut être largement réduite. Pensez à la personne non-voyante, par exemple, qui ne va pas pouvoir se repérer dans le système. Il va falloir mettre en place des dispositifs d'aide, mais aussi les personnes avec des désordres psychiques ou intellectuels qui ne vont pas bien comprendre la pertinence des soins, notamment de la prévention et des besoins de se faire surveiller. Les personnes qui ont des difficultés psychologiques ou qui sont victimes de violences ont également des problèmes d'accès aux soins. Alors pour ce qui est des troubles psychologiques, comme la dépression par exemple, le patient ne va jamais aller de lui-même vers le système de santé. Il va falloir qu'il y ait un événement grave, une aggravation comme par exemple une tentative de suicide, qui va faire que le système de santé va repérer qu'il y a un besoin chez ce patient. Mais c'est rarement le patient lui-même qui va se diriger vers le professionnel de santé. Pour ce qui est des personnes qui sont victimes de violences, c'est pareil, l'accès aux soins ne va pas de soi, parce que c'est difficile pour ces personnes de parler de leur situation. Elles en ont souvent honte, et puis elles peuvent aussi avoir ou subir des menaces de leurs agresseurs et avoir peur soit de représailles de la part des agresseurs, mais aussi de leur faire mal, de leur faire peur. Euh, Pensez à la femme qui est battue. Si elle se rend vers le système de santé parler de sa situation, eh bien son mari risque d'être fortement inquiété par la police. Donc, il y a vraiment là un problème d'accès aux soins. Les personnes qui ont des difficultés économiques, on parle de précarité, de pauvreté, d'exclusion sociale. Alors là, c'est bien simple, hein. Vous savez très bien, quand on se trouve dans l'une de ces situations, les fonds économiques sont vraiment très très comptés. La santé n'est pas du tout une priorité. Elle va passer bien après la nécessité d'assurer ses besoins fondamentaux, tels que l'alimentation, tels que le logement, toutes ces choses qui vont bah, bien sûr passer devant le fait d'aller rencontrer un médecin. Les personnes qui ont des difficultés d'intégration sur le territoire. On parle en particulier des personnes qui ne bénéficient pas du droit d'asile. Je vous rappelle, par rapport au cours sur la protection sociale, que l'État, par l'intermédiaire de la PUMA, prévoit une couverture maladie universelle pour toute personne qui réside de manière stable et régulière sur le territoire français. Lorsqu'une personne en situation de migration ne perçoit pas l'accord de son droit d'asile, il passe dans une situation de résidence non régulière. Et cette situation fait qu'il n'a plus de droit à la couverture maladie PUMA.
Il va donc passer à la simple couverture maladie qui s'appelle l'aide médicale d'État et qui se limite à certains soins, principalement les soins d'urgence. Mais il n'aura pas accès à des soins plus importants, notamment la prévention, le dépistage. Une autre catégorie de personnes, ce sont les personnes qu'on considère comme ayant des difficultés culturelles ou plutôt d'acculturation. On parle des personnes illettrées, tout simplement parce que quand on est illettré, c'est difficile de savoir lire les informations qui vont nous permettre de connaître les procédures à suivre pour avoir un bon suivi de notre santé. Les migrants, pensez justement à cet exemple que je vous ai noté, une femme qui vit toute sa vie dans un pays d'Afrique, dans les conditions qu'on peut s'imaginer de vie en Afrique, et le pays étant assez quand même peu développé, imaginez alors qu'elle vient d'arriver en France qu'on va lui expliquer que à partir de l'âge de 50 ans, il faut qu'elle aille une fois par an faire une mammographie et puis aussi faire un frottis cervico-vaginal pour dépister les cancers. Ça va pas du tout faire partie de sa culture et donc elle ne va pas adhérer à cette façon de faire. Il va donc falloir avoir toute une stratégie pour expliquer à ces personnes la nécessité de suivre un système coordonné de soins. Pour terminer avec cette liste de personnes ayant des difficultés d'accès aux soins, on peut parler des personnes qui ont des différences d'ordre comportemental. Alors dans ce cas-là, on parle des personnes qui sont LGBTQ+, donc qui ont des différences de genre, de sexe, de tout ce qui peut exister dans cette famille, je ne suis pas très au clair, mais aussi les travailleurs du sexe et puis les usagers de drogue. Simplement, ces personnes vont avoir du mal à aller vers les professionnels de santé, elles vont estimer que le système n'est pas adapté à leur situation et elles vont également avoir peur d'être jugées. Pour aider ces personnes vulnérables à accéder aux soins et à diminuer les inégalités d'accès aux soins, il va falloir que l'ensemble des composantes du système de santé travaillent ensemble. Ces composantes du système de santé, ce sont les décideurs, les financeurs, les offreurs de soins. Et tout cela ne pourra fonctionner qu'avec la présence des usagers qui devront également s'investir dans les dispositifs. Cette vidéo est terminée. Merci de votre attention.